Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va pouvoir donc détailler le portefeuille de Ray Dalio. Alors je sais que si vous êtes sur cette vidéo, c'est pour savoir comment analyser les ETF avant d'en acheter. C'est une vidéo hyper importante parce que je vais vous donner toute la valeur avant que vous achetiez vos ETF. Parce que c'est bien beau, il y a plein de modèles sur Internet de types de portefeuille avec des pourcentages de distribution. Maintenant, comment analyser, comment sélectionner l'ETF que vous en particulier vous allez prendre, ça c'est une autre question auquel on va répondre aujourd'hui. Et donc je vous propose de commencer dès à présent. Alors, Ray Dalio, c'est qui? C'est celui qui a inventé donc le portefeuille All Weather. C'était dans les années 70-80. Il voulait effectivement un portefeuille qui puisse s'adapter à tous les climats économiques, que ce soit en phase de crise, de croissance, de relance, de récession ou bien en séance d'inflation. Et donc l'idée de Ray Dalio, c'était de dire, OK, comment je peux faire pour augmenter, en fin de compte, ma rentabilité. Et donc, pour le coup, il a voulu créer ce type de portefeuille. Alors ce portefeuille, c'est comme il est évoqué juste ici, le portefeuille All Weather, donc qui va s'adapter à tous les cycles économiques. Pour le coup, on va déjà débuter avec la partie croissance économique. On a Ray Dalio qui nous propose effectivement dans ce portefeuille d'avoir 30% en actions, tout simplement pour augmenter la croissance, pour aller profiter de la croissance économique des différents secteurs. On va avoir également en phase de récession, on va retrouver 15% des obligations court terme si jamais on a l'économie qui recule un petit peu et on a un bousculement léger de l'économie. On a également la déflation où il propose donc 40% d'obligations long terme pour protéger en déflation, donc c'est-à-dire quand on a vraiment l'économie qui recule. Et en plus de ça, on a une diminution de l'inflation qui peut être un mauvais signe et donner en l'occurrence un niveau de consommation qui s'affaiblit dans le pays en question. Et enfin, quand on a de la surconsommation dans le pays, on a l'augmentation des tarifs, donc par conséquent l'inflation. Et pour ça, il veut se protéger avec 7,5% en or et 7,5% en matières premières diversifiées, donc hedgées contre l'inflation. Maintenant, c'est bien beau, vous savez, vous avez un modèle de portefeuille. Maintenant, comment sélectionner les ETF que vous allez mettre à l'intérieur de ce portefeuille et qui vont donc correspondre à ces différents critères. Et pour ça, je vous ai préparé donc effectivement cette vidéo pour que vous puissiez regarder en fait comment trouver l'ETF idéal et comment vous allez pouvoir faire ça. Donc c'est très simple, on va déjà demander à l'IA. L'IA aujourd'hui est devenue littéralement incontournable pour pouvoir l'utiliser, que vous fassiez de l'investissement financier, que vous fassiez tout un tas de choses dans votre vie. L'IA est devenue vraiment incontournable, donc autant l'utiliser à bon escient dans le but que vous puissiez donc trouver votre ETF qui soit adapté à votre portefeuille. L'idée de l'IA, c'est de sortir la liste des ETF avec les plus fortes capitalisations. Vous avez deux possibilités. Soit vous vous rendez sur Just ETF et directement vous faites la taille du fonds. Et là, vous pouvez sélectionner les fonds qui ont les plus fortes capitalisations par rapport à un secteur donné. Comme vous le voyez, là, c'est le S&P 500. Non, c'est pas le S&P 500. Là, on est sur toutes les classes d'actifs. Mais si on met par exemple le S&P 500, on va le voir. Alors là, forcément, il veut nous embêter. Donc, SP500. On va aller dans tous. Hop, on va enlever SP500. On va retourner sur l'accueil. Et on va les sélectionner plutôt sur la partie, hop, à ce niveau-là. Parfait. ETF populaire. Donc on va prendre on a dit S&P 500. Donc on va sélectionner n'importe lequel. Et on va descendre tout en bas de cette page-là. Et là, on va pouvoir dire, OK, je veux savoir quels sont les plus forts qu'on retrouve dans cette catégorie-là. Et donc là, vous avez 5 fonds qui vous sont proposés, qui sont communs à l'ETF que je viens de sélectionner. Ou alors, effectivement, vous pouvez demander à l'intelligence artificielle de pouvoir vous demander avec ce prompt-là que vous pourrez retrouver donc en description de cette vidéo, ou en fin de compte, qui va vous permettre de sortir la classe d'ETF la plus intéressante, où il va vous donner le code ISIN que vous pourrez directement intégrer dans Just ETF. Alors ensuite qu'on a fait ça, donc on a notre liste d'ETF qui ressort sur Just ETF, excusez-moi. Donc admettons celle-ci. Maintenant, comment on va trier parmi la liste qui nous a donné? On va déjà comparer le TER, c'est-à-dire le TER, c'est les frais qui vont être prélevés. Donc vous le voyez ici. Ici, on peut mettre frais par PA. Et l'idée, ça va être de trouver un juste équilibre entre la taille du fonds, comme vous voyez, celui-ci en sort bien. Il a des frais pas trop bas, enfin il a des frais pas trop élevés. Et en fin de compte, il a la plus grande taille de fonds à l'intérieur, c'est-à-dire que c'est lui qui collecte le plus de cash dans cet ETF-là. Et donc pour le coup, vous allez pouvoir donc sélectionner, si on part sur celui-ci qui nous ressemble le mieux, le Vanguard SP500, on va pouvoir se dire, OK, on a déjà un premier ETF. Maintenant, comment être sûr que cet ETF-là est le bon parmi les 5 que j'ai sélectionnés, soit grâce à l'IA, soit grâce à Just ETF? Si on retourne, on peut revenir sinon avec un autre moyen. Vous allez dans, je retourne sur l'accueil, sélecteur d'ETF, ETF par thème.
Et donc là, vous allez pouvoir, par exemple, voir les ETF actions, admettons. Voilà. Et là, on va vous sortir la liste de tous les ETF sur actions. Ou alors, sinon, si vous voulez quand même les avoir, vous faites sélecteur d'ETF, ETF par thème. Et donc là, vous allez pouvoir sélectionner, par exemple, ETF SP500. Voilà. Et donc là, il va vous en sortir quelques-uns, le meilleur, le plus grand, l'ETF le plus avantageux, etc., etc. Alors, je vous demande quand même de faire votre propre comparaison. Donc là, vous avez toute une sélection de fonds que vous pouvez donc comparer avec la taille des fonds, ainsi que les frais. Et l'idée, c'est de dire, OK, on va prendre les frais, admettons, les plus bas, et on va essayer de trouver un juste équilibre. Là, on voit que 106 millions, il fait partie vraiment de la moitié, 0,07%. On voit que le iShares Score SP500 est plutôt intéressant. Donc, OK, on a sélectionné notre ETF. Maintenant, il va falloir voir donc, la partie frais et regarder maintenant le poids, plus précisément. Donc, c'est-à-dire, on va aller descendre un petit peu sur la page de cet ETF et voir en fin de compte quelle est la représentation de cet ETF majeur. On voit que aujourd'hui, les top 10 représentent 36% du poids de l'ETF. Et c'est une question qu'il va falloir vous poser. C'est-à-dire, une fois que vous avez ciblé un ETF, il va falloir vous poser 18 questions précisément. Donc, ce que vous voyez là, liste des 18 questions à se poser avant. Et donc, en fin de compte, vous allez vous poser toutes ces questions-là. Ces questions-là, je vous les mettrai également en description de cette vidéo pour que vous puissiez y accéder gratuitement et vous poser ces questions-là, en fin de compte, avant de sélectionner cet ETF. Si cet ETF répond majoritairement à des bonnes réponses sur l'ensemble de ces questions-là, dans ce cas-là, ça va être intéressant. Donc, quelles sont les 10 premières positions de l'ETF et quel est leur poids dans le portefeuille total? Donc, on voit que le portefeuille est de 36%. OK. Maintenant qu'on a ça, le portefeuille est-il concentré ou diversifié? Donc là, on retrouve Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Meta, Broadcom, Alphabet, Berkshire Hathaway, Tesla, Alphabet. On voit clairement qu'il est, il est surexposé à la partie technologique. D'ailleurs, on voit que ça représente quasiment le même poids que le top 10. 35% pour le secteur technologique et 36% pour les 10 premières actions. OK. Bon, on se dit qu'on a une surexposition à la partie tech. Y a-t-il des entreprises ultra dominantes qui influencent fortement la performance? Là, oui, en l'occurrence, on voit que Nvidia et Microsoft ont clairement des positions majeures. On peut même comprendre Apple. Donc, on voit que c'est la performance de ces trois actifs-là vont venir vraiment faire varier la performance de cet ETF. OK, peut-être pas spécialement intéressant. Quels sont les secteurs dominants? Donc là, on a vu que c'était la technologie. Certains secteurs sont-ils surreprésentés, augmentant le risque sectoriel? Oui, là, on voit que c'est clairement la technologie. Y a-t-il un chevauchement sectoriel avec mes autres investissements? Donc là, ce sera propre à votre portefeuille. Est-ce que dans votre portefeuille, vous avez déjà des ETF qui sont exposés fortement au secteur technologique? Si le cas est oui, si vous avez déjà un ETF, maximum 2, qui est déjà dans la partie technologique, il va peut-être pas falloir sélectionner cet ETF-là qui est surprésenté sur la partie technologique. OK? Donc, quelle est la corrélation avec mes autres investissements existants? Suis-je directement exposé à la fois à un même groupe ou conglomérat? Quel est l'historique de volatilité des principales actions composant l'ETF? Ces entreprises sont-elles cycliques ou défensives face au cycle économique? Cycliques, ça veut dire qu'elles vont dépendre et varier en fonction des cycles de croissance, c'est-à-dire elles vont dépendre beaucoup de l'économie en fin de compte. Cyclique, c'est typiquement le monde de la pharmacie. Lui, il est plutôt défensif, c'est pas spécialement le bon exemple, puisque la pharmacie, tout le monde est malade tout au long de l'année. Mais on peut avoir des augmentations en période hivernale. Donc ça va être plutôt typé cyclique. Défensif, par contre, pour vous donner une catégorie de ça va être la consommation. C'est-à-dire qu'on soit en été, en hiver ou en automne, on consomme autant. Donc Carrefour, Leclerc, c'est des sociétés de consommation. Donc pour le coup, même les sociétés d'habillement, qu'on soit en hiver, en été, on s'habille constamment. Donc pour le coup, ça c'est du défensif. Là où effectivement, le cyclique, ça va être plutôt la pharmacie, notamment avec les périodes hivernales où on va avoir beaucoup plus de ventes. Mais pour vous donner une plus grande impression, par exemple, on va prendre le secteur des motos. Les motos vont plus se vendre, notamment en été. Et donc les actions, les sociétés qui sont exposées à ça sont des actions qui dépendent en fin de compte de l'économie. OK ? Y a-t-il des risques spécifiques liés à la réglementation, à la dette, à la dépendance à un marché ou des risques politiques dans certains pays également? Là, on voit que c'est les États-Unis. Les États-Unis ont fait augmenter leurs droits de douane à la minute où je fais cette vidéo. Donc, pour le coup, ces actions-là peuvent chuter sur les jours qui viennent. Évidemment, c'est pas du tout un conseil d'investissement que je vous fais. C'est juste ma propre déduction. En aucun cas, vous devez en tirer parti et prendre des décisions avec celle-ci. En combinant cet ETF avec mes autres positions, quel est le poids final des plus grosses entreprises dans mon portefeuille? Question extrêmement importante. Est-ce que vous avez au final, vu que vous avez 2 ou 3 ETF qui reprennent à nouveau du Apple, est-ce que Apple finalement pèse pas 20% de votre portefeuille, 30% de votre portefeuille global? Et ça va être très 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 important pour éviter que si Apple perd 10%, vous perdiez
3,5% sur l'entièreté de votre portefeuille. Ok. Mon allocation cible entre actions, secteur et zone géographique et respecte-t-elle après ajout de cet ETF? Effectivement, est-ce que vous restez parfaitement diversifié? Donc la liste des 10 questions, je vous laisserai la retrouver juste en dessous de cette vidéo. Et enfin, il va falloir analyser 3 données importantes, le PER, le Price Earning Ratio Dividend Yield, la volatilité et corrélation avec ton portefeuille. On en rajoute un 4e qui est bonus, qui est le mode de distribution de dividendes. Donc pour le coup, ça j'ai un super site qui s'appelle Guru Focus. Guru Focus, ça dépend si vous le prononcez en anglais. Et là, vous allez retrouver tout un tas de statistiques. Par exemple, là, j'ai mis le Vanguard SP500, qui est donc, lui, c'était le iShares qu'on a analysé. Mais on peut partir sur le iShares Core, on va le prendre tout de suite. iShares Core. Alors, est-ce qu'il va nous le proposer? iShares, si on met S, est-ce qu'il nous le propose? And P 500. Alors voilà. Par exemple, celui-ci. Donc, on reprend le iShares S&P 500 et donc là, on va avoir les chiffres clés qui ont été automatiquement calculés. Donc, c'est un site que j'utilise pour pouvoir justement faire mes petits comparatifs que je ne vais pas spécialement retrouver sur Just ETF. On va commencer donc avec le Price Earning, donc le Price Book, pardonnez-moi, qu'on va retrouver ici, donc le Price Book pour les marchés. Donc nous, on est sur des value growth, donc des valeurs de croissance. Donc si on a un PB supérieur à 3, logiquement, on est sur un ETF qui est déjà sacrément bien implémenté, qui est peut-être déjà surexploité. Donc pour ça, on va aller chercher PB sur le côté droit. Et le PB ratio, il est à 2,88. Donc ça va, on n'est pas surexposé pour un marché qui est pour autant en croissance. Et on voit qu'on n'a jamais dépassé sur les 10 ans, sur le range en 10 ans, et également sur le point médian, on est à 2,24 sur 10 ans. Donc pour le coup, on est inférieur à notre pivot qui nous fait passer. Donc c'est les pivots que j'ai calculés en moyenne, évidemment. C'est la moyenne de plein d'ETF directement que j'ai demandé à l'IA d'analyser et de pouvoir prendre 10, 15, 20 ETF en fonction des différentes, soit on est en grosse, soit on est en value, soit en marché émergent, soit en marché développé. J'ai demandé à l'IA d'analyser à minima 10 ETF par type de marché, donc et il m'a retiré en l'occurrence les moyennes pour le PB, pour cette partie-là. Et on voit qu'il faut que le PB soit inférieur à 3, sinon effectivement il est déjà surexploité. Très bien. Là, on se rend compte qu'avec le iShares S&P 500, pour le coup, on a un PB qui est à 2,88 actuellement et sur le point médian sur 10 ans, 2,24, donc validé. Ensuite, on va retrouver le PER, le Price Earning Ratio. Donc pour le S&P 500, j'avais fait une moyenne. Il faudrait qu'il soit situé entre 15 et 17 sur le long terme et supérieur à 25, c'est extrêmement cher, c'est-à-dire qu'il est survalorisé par rapport au marché, c'est-à-dire que cet ETF, on lui a accordé trop d'importance. C'est le Price Earning Ratio, donc c'est en fin de compte une division qui est faite entre le prix de cet ETF et ce qu'il a engendré en dividende. Et donc ça, on va regarder le PER de ce S&P 500. Le PE ratio, le Price Earning Ratio, on est à 50,96. Donc là, clairement, on est surexploité. C'est-à-dire que les dividendes qui sont distribués sont bien trop faibles par rapport au prix et au coût de cet ETF-là. Voilà qu'est-ce que ça peut nous donner. OK ? Vous pouvez également faire des comparatifs. Ce qui est très pertinent, c'est d'aller comparer aussi vos ETF, c'est-à-dire là on se base sur le S&P 500 Value, mais comparer aussi vos ETF, c'est-à-dire prenez, on a pris le iShares, mais on peut aller chercher par exemple celui sur lequel j'étais avant, donc le S&P 500, ce qui va me le proposer. On va prendre, allez, le ultra short, c'est peut-être pas le plus adapté. On va regarder ce qu'il nous propose. On va prendre le iShares. Le iShares, on l'a vu, donc on va prendre le Amundi. Il ne nous le propose pas. Donc on va revenir juste en arrière et comme ça on va pouvoir voir le précédent sur lequel j'étais, le Vanguard. Parfait. On voit que lui, le Vanguard, au niveau du PE, on est à 57. Donc pareil, très 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 élevé, même surévalué par rapport à ce qu'il a distribué comme dividende. Donc plus intéressant de se baser sur l'autre. Ok ? Une fois qu'on a vu le PER, on va voir donc le dividende yield. Donc le dividende yield, c'est le rendement annualisé. Donc en fin de compte, c'est d'établir est-ce qu'on est bien entre 1,5 et 2% de dividendes distribués, 2,5 à 4% sur les actions Europe ou les ETF à dividendes entre 3 et 6%. Évidemment, ça va être le mode de distribution sur lequel je vais revenir sur ce sujet-là, cette dernière ligne. Donc pour nous, on va aller voir le dividende yield. Alors,
On voit que sur le Vanguard, on est à 1,18, donc très très faible hein, en termes de dividendes distribués, ce qui est un petit peu contraignant, donc une manque de valorisation. Et sur le iShares, on est situé à 1,89. Donc on voit que celui-ci est quand même plus intéressant. Et au-delà de ça, au niveau des moyennes sur 10 ans, 2,05, donc on passe la barre des 2. Là où sur l'autre, on est situé à dividend yield 1,59. Donc on voit que sur 10 ans, quand même, l'autre est beaucoup plus intéressant. Beaucoup plus de dividendes ont été distribués sur l'ETF iShares, donc celui-ci. Pour terminer cette vidéo, j'expliquerai donc la partie mode de distribution. Vous avez deux possibilités avec un ETF quand vous l'analysez. Soit il va être distribué, c'est-à-dire qu'on va venir vous donner les dividendes chaque année, ce qui peut être embêtant puisque vous allez avoir de la fiscalité applicable. Ça peut être très gênant dans le cadre d'un PEA typiquement, qui va être fiscalisé immédiatement au moment où vous percevez un revenu. Pour le coup, je préfère, et notamment pour vous, si jamais vous êtes dans cette situation que vous voulez capitaliser, je vous conseille de plutôt employer tout ce qui va être des dividendes à capitalisation. C'est-à-dire que les dividendes, au lieu de vous les donner, vont être réinjectés dans l'ETF dans le but de vous faire une courbe davantage exponentielle pour que vous puissiez à la fin vous retrouver avec un capital plus important. Tout va dépendre de vos objectifs. Chaque décision, il n'y a pas une meilleure que l'autre. Tout dépend de votre profil, de votre niveau de risque. Si jamais vous avez peut-être déjà 1 million d'euros sur action et que vous voulez percevoir un dividende de 20 000 euros par an, il va peut-être falloir privilégier effectivement l'ETF qui va vous distribuer vos dividendes pour que vous puissiez toucher chaque année un dividende. Par contre, si jamais vous débutez votre vie, vous avez 100 euros par mois, peut-être qu'il va falloir, en fonction de votre profil et votre niveau de risque, encore une fois, privilégier en fin de compte les ETF qui viennent capitaliser les dividendes. Voilà, c'est Alexis. N'hésitez pas à poser tous vos commentaires en bas de cette vidéo et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.